Bienvenue à toi dans cette vidéo sur les bases de la programmation informatique. Tu t'es peut-être déjà dit que programmer, faire de l'informatique, c'était une tâche compliquée. Mais nous verrons que c'est un peu comme assembler des pièces de puzzle. La programmation informatique, ça permet de faire tout ce que tu vois sur un ordinateur. On peut faire des programmes de bureautique, comme par exemple ici un tableur, ou bien des programmes qui nous affichent des données, comme par exemple ici un programme d'arbre généalogique. On peut bien entendu faire des applications sur mobile, sur tablette ou sur ordinateur, et bien entendu des sites web. On peut également faire des jeux, comme par exemple ici un vieux jeu, ou bien un jeu plus moderne en 3D, comme ce jeu-ci. Pour les jeux comme ça, on peut faire des intelligences artificielles, ou bien faire des robots qui vont faire des tâches intelligentes à notre place. Finalement, je citerai également des applications en ingénierie, comme par exemple ici, une modélisation d'un dispositif. L'ordinateur, il est un peu perdu. Pour pouvoir lui demander de faire quelque chose, il faut lui parler dans un langage qu'il comprend. Tu te dis peut-être que le langage des ordinateurs est quelque chose de compliqué à comprendre pour nous, les humains, mais nous verrons que nous pouvons trouver un entre-deux entre un langage qui soit aussi facile pour nous que pour lui. Prenons un exemple de programme informatique. Nous, les humains, nous avons écrit des commentaires pour nous aider à nous y retrouver dans ce code. Mais l'ordinateur, lui, il ne les voit pas. Alors, tu remarques que dans ce code, il y a des structures qui reviennent souvent. Par exemple, ici, nous avons une structure égale, ici, nous avons une structure plus, ici, nous avons encore une structure égale qui contient la structure plus. Nous avons ici une structure de comparaison, une structure if, ou encore une structure print. Toute cette structure, c'est quelque chose que l'ordinateur comprend. Alors, quand on écrit un programme, on assemble des mots. Et évidemment, on ne peut pas écrire les mots dans n'importe quel ordre pour générer un programme valide. Par exemple, si j'assemble les mots comme ceci, l'ordinateur ne va pas comprendre et il va me dire que c'est une erreur de syntaxe. De même, en français, si j'assemble les mots maman, pomme, la 40, tu ne vas pas comprendre. Ce sera une erreur de syntaxe en français, comme on peut avoir une erreur de syntaxe en informatique. Comment assembler des mots pour faire un programme correct sans faire d'erreur de syntaxe? C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous avons à notre disposition un inventaire de pièces de puzzle que nous pouvons assembler pour créer un programme. Par où nous commençons? Nous commençons avec une pièce Start, qui veut dire début. Pour commencer, on voit qu'on a besoin d'une pièce comme ceci, qui a une petite encoche triangulaire. Des pièces comme ceci, dans notre inventaire, on n'en a que deux. Ces deux pièces-ci. Alors, ce type de pièces, on va leur donner un nom. On va les appeler des instructions. Je mets l'instruction là en haut pour que tu t'en souviens. Prenons par exemple cette instruction-ci, à tout hasard. Cette instruction, elle a besoin d'une autre pièce de puzzle pour être complète. C'est une pièce qui a cette forme-ci. Les pièces de cette forme-ci, il y en a 4 dans notre inventaire. Et nous allons leur donner le nom d'expression. Prenons par exemple cette expression-ci. Voilà, nous avons donc maintenant un programme avec une instruction qui est complète. Alors, il s'avère que cette petite pièce de puzzle, je peux lui mettre n'importe quel nom. Bon, par exemple, ici, je vais choisir 5. Dans notre programme, on peut continuer ici et rajouter d'autres instructions. Prenons par exemple cette pièce-ci. Même chose qu'avant, cette instruction a besoin d'une expression pour être complète. Essayons par exemple celle-ci. Ensuite, on continue à ajouter des instructions dans notre programme. Je vais par exemple prendre celle-ci. Et puis je vais reprendre celle-ci, mais cette fois-ci je vais mettre un 6. Ensuite je vais dupliquer cette instruction-là. Maintenant je vais reprendre celle-ci. Et cette fois-ci je ne vais pas mettre un A, je vais mettre un B. J'aimerais maintenant utiliser cette grosse expression-là. Alors tu vois que cette expression, pour être complète, elle a besoin de deux sous-expressions. Nous allons par exemple prendre un A et un 1. Et cette fois-ci je ne vais pas mettre 1, mais je vais mettre 8. Nous avons donc une grosse expression qui est complète et nous allons la coller à notre instruction ici. Cette grosse expression, on peut lui mettre n'importe quel signe, n'importe quelle opération mathématique. Par exemple, ici j'ai mis un plus, mais je pourrais mettre un moins, ou un fois, ou un divisé. Ici, je vais plutôt choisir le moins. Je continue comme ça à insérer des instructions dans mon programme et des expressions dans les instructions pour obtenir ce que je veux. Cette instruction verte, on peut mettre n'importe quel mot dedans. Par exemple, je vais écrire Clippedia. Finalement, je vais dupliquer cette instruction-là et je vais mettre
1A à la place du B, un plus à la place du moins et un 3 à la place du 8. Ce programme est maintenant terminé et nous allons le donner à l'ordinateur pour qu'il l'exécute et qu'on voit à quoi il sert. Alors c'est parti, nous allons commencer le programme en appuyant sur Start. Première instruction, 7A égale 5, ce qu'on peut traduire en français par mettre A à 5 ou imposer que A vaut 5. Qu'est-ce que ça fait? Ça impose à l'ordinateur que A vaut 5. Alors cette valeur A, elle est stockée où? Elle est stockée dans la mémoire. Instruction suivante. Print A. Print, ça permet d'afficher quelque chose à l'écran. Avant, il y avait une imprimante et ça imprimait vraiment quelque chose sur une feuille de papier. Mais ça revient au même. Alors, print A. Mais que vaut A? On regarde dans la mémoire ce que vaut A. Et A vaut 5. Du coup, quand nous disons print A, c'est comme si on avait dit print 5. Ça va donc afficher 5 à l'écran que voici. Instruction suivante. Imposer que A vaut 6. Comme avant, ça va imposer que A vaut maintenant 6. Alors vous voyez que A il valait 5 avant et maintenant il vaut 6. On dit donc que A c'est une variable. Instruction suivante. Print A, que vaut A? A vaut 6 et donc ça va imprimer 6 à l'écran. Instruction suivante. Imposer que B vaut A moins 8. Que vaut A? A vaut 6. Que vaut 8? 8. Que vaut 6 moins 8? Moins 2. On va donc imposer que B vaut moins 2. Ça va donc créer dans la mémoire une nouvelle variable B qui vaut moins 2. Alors ces variables, tu te dis, est-ce que je peux en créer une infinité ou est-ce qu'à un moment je n'aurai plus de mémoire pour les stocker? La mémoire dont on parle ici, c'est la mémoire RAM. Tu en as peut-être déjà entendu parler quand tu jouais à un jeu ou quand tu achetais un ordinateur. Un ordinateur peut par exemple avoir 4 Go de mémoire. 4 Go, je te rassure, ça fait beaucoup de variables A et B. Donc n'hésite pas à créer beaucoup de variables dans tes programmes. Instruction suivante. Print Clipedia. Ça va simplement afficher Clipedia à l'écran. J'aimerais que tu sois attentif entre la différence qu'il existe avec les pièces vertes, que l'on peut aussi reconnaître avec les guillemets, et les pièces rouges, qui ne contiennent juste que le nom d'une variable. À la différence des pièces rouges, la pièce verte, tout ce qu'elle a fait, c'est afficher le texte qui était marqué dedans. Contrairement à la pièce rouge, où nous avons d'abord dû lire en mémoire que valait la valeur de A, avant de pouvoir l'afficher à l'écran. Instruction suivante. Imposer que A vaut A plus 3. Mais que vaut A? A vaut 6. Que vaut 3? 3 vaut 3. Que vaut 6 plus 3? 9. Imposer que A vaut 9. A vaut maintenant 9. Regarde un peu ce qui s'est passé. Avant cette instruction, A valait 6. Après cette instruction, A vaut 9. Quand on a imposé que A valait A plus 3, qu'est-ce qui s'est passé? La variable A a été augmentée de 3. Cette instruction permet donc d'augmenter une valeur d'un certain nombre. Nous allons maintenant revenir plus en détail sur la manière dont nous combinons des expressions. Nous avons ici notre petit inventaire et imaginons que nous construisons une expression comme celle-ci. Je fais B et je fais B fois B. Ensuite, j'aimerais bien prendre ces résultats et faire moins quelque chose d'autre. Vu que ceci est une expression qui a besoin de deux sous-expressions, et vu que ceci est une expression valide, on peut très bien prendre ceci et le mettre là-dedans, comme ceci. Finalement, pour cette deuxième sous-expression, on peut mettre encore une expression plus complexe, comme par exemple celle-ci. Nous avons donc fait le calcul que nous pouvons représenter en maths comme b carré moins parenthèse 4 plus a fermez la parenthèse fois c, ou encore en informatique, nous allons utiliser le texte b fois b moins parenthèse 4 plus a fermez la parenthèse fois c. Et l'ordinateur sera au courant que, bien entendu, le fois se fait avant le moins. C'est la priorité des opérations. Par exemple, si a vaut 6, si b vaut 5 et que c vaut 2, on a 5 fois 5, 25, 4 plus 6, 10, 10 fois 2, 20, et 25 moins 20, 5. Nous allons maintenant découvrir deux nouvelles pièces de puzzle, et nous allons directement essayer de les utiliser. Premièrement, je vais renommer notre variable a en vide. Ça permet de s'y retrouver quand nous avons beaucoup de variables qui ont des significations différentes.
Créons maintenant un programme avec les blocs vus tout à l'heure. J'impose que la vie vaut 80 et puis j'impose que la vie vaut vie plus 50. On peut s'imaginer qu'on est dans un jeu vidéo, que notre vie vaut 80 points de vie et que nous buvons une potion de vie qui nous donne 50 points. Mais le problème, comme tu vois, c'est que notre vie maximum est de 100. Si nous laissons ce code comme ceci, notre vie va passer à 130, ce qui n'est évidemment pas ce que l'on veut. Nous allons voir que les nouveaux blocs que nous avons ici permettent de résoudre ce problème. Comme d'habitude, nous devons insérer ici une instruction. Et nous remarquons que le nouveau bloc que nous avons ici, le nouveau bloc qui s'appelle if, est justement une instruction. Allons-y et essayons-le. Pour être complet, on voit que ce bloc if a besoin d'un nouveau type de pièce de puzzle. Ce nouveau type, nous allons appeler ça une condition. Le seul bloc qui a la forme d'une condition, c'est notre nouveau bloc ici, qui est le bloc de comparaison. Allons-y et utilisons-le dans notre bloc if, comme ceci. Nous voyons que ce bloc de comparaison a besoin de deux expressions. En effet, il va comparer deux expressions. Nous allons par exemple prendre vie et 100. L'opérateur de comparaison ici peut être un plus petit, un plus grand, un plus petit ou égal, un plus grand ou égal, un égal ou encore un différent. Ici, je vais me contenter de prendre le plus grand. Pour être complet, notre bloc if a besoin d'une instruction. Nous allons, par exemple, prendre l'instruction print. Ensuite, comme toute instruction, nous pouvons mettre une autre instruction en bas du if, comme ceci. Prenons par exemple l'instruction setVie égale 100. Petite remarque, le bloc if peut contenir plus d'une instruction. Ainsi, on peut faire ceci, et l'instruction setVie égale 100 est maintenant dans le if. Fais bien attention à la différence qu'il y a entre une instruction qui est dans le if comme ceci ou qui est à l'extérieur comme ceci. Donc ici l'instruction est à l'extérieur et ici l'instruction est à l'intérieur. Finalement, je vais mettre une nouvelle instruction après le if qui va être à l'extérieur. Ce if contient donc deux instructions. Nous avons donc notre mémoire et notre écran et nous sommes prêts pour lancer ce programme. Start! Imposer que la vie vaut 80. C'est fait. Imposer que la vie vaut vie plus 50. Vie vaut 80. 80 plus 50, ça fait 130. Donc la vie vaut maintenant 130. Alors, if vie plus grand que 100. Ce qu'on peut traduire en français par si la vie est plus grand que 100. Que vaut vie? Vie vaut 130. 130 plus grand que 100? C'est vrai. Quand la condition est vraie, on rentre dans le if. On fait donc l'instruction print max et l'instruction imposer que la vie vaut 100. Finalement, le bloc if est fini et nous faisons l'instruction print vie. Que vaut vie? Vie vaut 100. Donc ça affiche 100. Qu'est-ce que ce programme a fait? Au début, la vie valait 80. Nous avons bu une potion de 50 points de vie. À la fin, la vie vaut 100 et nous avons vu à l'écran max. C'est un message qui nous a dit tu as bu ta potion et ta vie est rechargée au maximum. Imaginons maintenant que la vie n'était pas de 80 mais était de 10. Le code de la potion qui boit 50 points de vie doit toujours marcher, bien entendu. Alors, la vie vaut 10 et nous donnons 50 points de vie, donc la vie vaut 60. Alors, si la vie est plus grande que 100, la vie vaut 60, 60 plus grand que 100, faux. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous sautons le bloc if. C'est comme si ces deux instructions qu'il avait à l'intérieur de lui n'existaient pas. Finalement, nous faisons la dernière instruction, print vie. Que vaut vie? Vie vaut 60, on affiche 60. Qu'est-ce que ce programme a fait? Au début, la vie valait 10. Nous avons bu une potion de 50 points de vie. À la fin, la vie vaut 60 et nous n'avons pas vu le message qui affichait que notre vie était rechargée au maximum. Nous avons donc codé une potion de 50 points de vie. Nous allons maintenant voir une variante du bloc if. Imaginons que nous avons ce code-ci. Alors, le bloc if, on peut le transformer en bloc if-else, comme ceci. Else, en anglais, ça veut dire sinon. Dans le bloc else, nous pouvons mettre une instruction. Ou, comme on pouvait faire tout à l'heure, on peut mettre plusieurs instructions. Rappelons-nous que le if est une instruction, dont nous pouvons très bien mettre un if dans un if ou dans un else. Finalement, je rajoute une instruction ici et une instruction là-bas. Nous avons donc un programme avec le bloc if-else. Que fait ce programme? Imaginons que n vaut 10.
si n plus petit que 30. Que vaut n? N vaut 10. N plus petit que 30? Vrai. Du coup, on rentre dans le if. Imposer que x vaut 1. C'est fait. Vu qu'on est rentré dans le bloc if, on ne rentre pas dans le bloc else. Et nous faisons l'instruction de fin, print, fin. Si n valait 10, à la fin, x vaut 1. Et nous avons vu à l'écran fin. Imaginons maintenant que n valait 40. If n plus petit que 30. N vaut 40, 40 plus petit que 30, faux. Du coup, on saute le if et on arrive dans la partie else. Imposer que x vaut 3, c'est fait. Si n égale 50, n vaut 40, 40 est égal à 50, faux. Du coup, on saute le if et on arrive à la dernière instruction, print, fin. Si n valait 40, alors x vaut 3 et on a vu à l'écran fin. Maintenant, dernier cas. Imaginons que n valait 50. If n plus petit que 30. N vaut 50, 50 plus petit que 30, faux. Du coup, on rentre dans le else. Imposer que x vaut 3. Si n est égal à 50, n vaut 50, 50 est bien égal à 50. On rentre dans le if et on affiche bravo. Finalement, on arrive au bloc de fin et on affiche fin. Quand n valait 50, x vaut 3 et on a vu à l'écran bravo et fin. Quand on a un bloc if-else, si la condition est vraie, on rentre dans la partie if, et si la condition est fausse, on rentre dans la partie else. Ça permet donc d'être sûr que soit la partie if sera faite, soit la partie else sera faite. De la même manière qu'on a pu combiner des expressions pour faire des expressions plus complexes, on peut également combiner des conditions pour faire des conditions plus complexes. Pour faire cela, nous avons deux nouveaux blocs qui manipulent, je te rappelle, des conditions. Le premier est le bloc AND. AND en français se traduit par et. Tu vois que ce bloc a besoin de deux conditions pour être complet. Et grâce à lui, on va pouvoir dire des choses du style si A est plus grand que B et A différent de 2, faire quelque chose, sinon faire quelque chose d'autre. Alors, quand tu dis si condition et autre condition, il faut que les deux conditions soient vraies pour que la condition complexe soit vraie aussi. Ainsi, si A est effectivement plus grand que B et que A est effectivement différent de 2, alors la condition est vraie. À l'opposé, si A est effectivement plus grand que B et que A n'est pas différent de 2, la condition sera fausse. Le dernier cas est quand A n'est pas plus grand que B, on n'a pas besoin de se poser la question de la deuxième condition parce que la condition globale sera fausse. Le bloc AND a un alter ego, c'est le bloc OR, ce qui se dit en français OU. Avec le bloc OR, tu vas pouvoir dire des choses du style si A est plus grand que B ou que A est différent de 2, faire quelque chose, sinon faire quelque chose d'autre. Dans ce cas-ci, il suffit qu'une des deux conditions soit vraie pour que la condition globale soit vraie. Ainsi, si A est effectivement plus grand que B, on n'a pas besoin d'aller plus loin. La condition est vraie. Au contraire, si A n'est pas plus grand que B et que A est effectivement différent de 2, on a bien une des deux conditions qui est remplie et donc le bloc OR est vrai. Le dernier cas, si A n'est pas plus grand que B et que A n'est pas différent de 2, le bloc OR sera faux. Le deuxième bloc que nous verrons ici est le bloc NOT. Il permet d'inverser une condition. Par exemple, si A est effectivement plus grand que B, le bloc NOT dira faux. De même, si A n'est pas plus grand que B, le bloc NOT dira vrai. Ça permet de dire des choses du style si A n'est pas plus grand que B. Mais tu te dis peut-être que dire si A n'est pas plus grand que B, c'est en fait une autre manière de dire si A est plus petit ou égal à B. De même, dire si A n'est pas différent de 2, ce n'est qu'une autre manière de dire si A est égal à 2. Finalement, vu que le bloc NOT peut être mis sur n'importe quelle condition et que le bloc OR est lui-même une condition, on peut prendre le bloc NOT et le mettre ici. Et dans ce cas-là, je te laisse réfléchir à qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire en d'autres termes. Nous avons donc vu comment écrire un programme valide en assemblant des pièces de puzzle.
Afin de voir si tu as bien compris les concepts, je te propose un petit exercice. Imagine que tu as A et B qui valent quelque chose. Je vais te demander d'écrire un programme mystère qui va faire une opération et afficher le résultat à l'écran. Alors, si A vaut 1 et B vaut 5, ton programme mystère va nous afficher un 5. Si maintenant A vaut 4 et B vaut 3, ton programme mystère va nous afficher 3, 4. Je te demande d'écrire un programme qui affiche les valeurs de A et de B dans l'ordre croissant. Quel est ce programme mystère? Prends une feuille de papier et essaye de dessiner les blocs qui permettent de résoudre cette opération. J'espère que tu as essayé de résoudre l'exercice parce que maintenant je vais donner la solution. Alors, si A est plus petit que B, on affiche d'abord A et puis on affiche B. Sinon, on affiche B et puis on affiche A. Ce programme permet donc d'afficher les valeurs de A et de B dans l'ordre croissant. Nous avons vu comment écrire un programme informatique simple à l'aide de blocs. Ces blocs, ils ont des formes différentes, des instructions, des expressions, des conditions, et en les combinant, on fait un programme qui permet de faire des opérations. Uniquement avec ces blocs, tu peux déjà écrire beaucoup de programmes informatiques utiles à la vie de tous les jours. En fonction de tes envies, je te propose 3 suites à cette vidéo. Soit tu veux te familiariser avec ces blocs, alors je te conseille la vidéo sur les exercices. Ou bien tu as envie d'apprendre plus de blocs, alors je te conseille la vidéo sur les boucles et les listes. Finalement, si tu veux savoir comment ces blocs sont utilisés dans la vraie programmation, celle avec du texte comme on l'a vu au début de la vidéo, alors je te conseille la vidéo sur la traduction en langage de programmation. Je te souhaite un bon visionnage et à une prochaine sur Clipedia.